Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, un chercheur dont la parole est rare à la télévision car il se méfie des petites phrases et des raccourcis hâtifs. Alors on a bien de la chance ici parce qu'on a le temps. Éric de Barbieux, expert engagé sur les problèmes de violence et de harcèlement en milieu scolaire et l'invité du Grand Oral. Une anti-sèche, nouvelle formule depuis le début de l'année. On réveille notre culture générale. Cette semaine en partenariat avec les arènes BD, histoire de l'éducation. Question du jour, qui est le père de l'école laïque gratuite et obligatoire? Oui, je sais, vous avez une idée, mais il y a un piège quand même. Enfin bon, bref. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Jean-Yves Segui. Et puis, en fin d'émission, notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, sujet du conseil de famille du jour. Comment réguler l'usage des jeux vidéo des adolescents? La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Éric de Barbieux, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Quiconque s'intéresse à la violence à l'école connaît votre nom et vos travaux. Depuis 40 ans, vous auscultez ce phénomène. Et il vous est aussi arrivé, chose rare pour un chercheur, de mettre la main à la pâte en aidant l'État au sein ou autour du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est tout cela que vous racontez dans Zéro Pointé. Point d'interrogation, je sais que le point d'interrogation est important, donc je le souligne. Zéro Pointé, point d'interrogation. Sous-titre Une histoire politique de la violence à l'école, livre qui vient de sortir aux éditions Les Liens qui libèrent. On va évidemment parler du sujet, c'est-à-dire que tout le monde attend, celui de la violence entre élèves. Mais je voudrais qu'on commence par autre chose, qui est la hausse des conflits entre adultes, dites-vous, récente, ces 10 dernières années, dont la violence des jeunes pourrait être un masque bien commode. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'on a intérêt à faire croire que les élèves sont hyper violents pour pas dire qu'en fait, c'est entre adultes que ça se passe mal? Je ne suis pas complotiste, rassurez-vous. Je ne pense pas qu'il y ait un complot qui veuille masquer ça. Mais il est vrai que pour observer donc, le phénomène depuis tellement longtemps, et pas simplement au service du ministère, j'ai aussi été instituteur spécialisé. Hein, absolument. Mais ce qui me frappe vraiment beaucoup, quand j'interviens dans un établissement scolaire, mais aussi dans les enquêtes que j'ai pu faire. La dernière, les plus récentes, sont des enquêtes que j'ai faites plusieurs fois, pour certaines 15 ans presque d'intervalle, auprès des personnels. C'est à quel point il y a une augmentation extraordinaire des conflits d'équipe. Une augmentation tout à fait préoccupante du sentiment d'être méprisé par la haute hiérarchie de l'éducation nationale et par les ministres qui, quelquefois, succèdent assez rapidement, c'est vrai, mais pour certains peuvent rester en place 5 ans. Hein, il faut se en rappeler. Ça, c'est l'exemple de Jean-Michel Blanquer. Exactement. Si on prend sur les 15 années écoulées. Donc, si vous voulez, très simplement, on a par exemple une augmentation du nombre de déclarations dans ces enquêtes. Donc, c'est des enquêtes de victimation, hein, autoreportées. Parce que 28 000 personnels interrogés, qui montrent, par exemple, que... Alors, les chiffres, je les mets à la louche, hein, parce que je ne les sais pas par cœur, mais ils sont dans le bouquin, évidemment, très précis. Environ, on va dire, une augmentation de 14% des personnels qui estiment avoir été harcelés. D'accord. Mais harcelés par qui? Dans leur immense majorité, les harceleurs dénoncés sont des collègues. C'est-à-dire, pour faire vraiment très vite... Hein, les principaux, les proviseurs s'estiment harcelés par les enseignants par les principaux et les proviseurs. Bon. Effondrement, écrivez-vous, de la qualité des relations. C'est ça, c'est tout à fait remarquable dans le second degré en particulier. Je veux bien que vous définissiez un mot que vous avez employé, parce que vous allez le réemployer, c'est victimation. C'est la façon dont vous avez, vous, de faire vos enquêtes. La victimation, c'est simplement la manière dont on estime, dont on témoigne avoir été victime. C'est ça, donc c'est un questionnaire dans lequel vous me demandez si j'ai été victime ou pas, et je dis... Est-ce que vous pensez avoir été harcelé, avec évidemment à chaque fois le nombre de fois, ou insulté, victime d'outrage, frappé, etc. Bon, c'est des choses assez classiques maintenant dans la criminologie spécialisée. Et donc, il y a aussi des questions qui sont des questions pas simplement quantitatives, je dirais. Hein. Le quantitatif est intéressant. Quand on a 74% des personnels du second degré, du premier degré, 78% des personnels du second degré qui disent que la haute hiérarchie les méprise ou ne les supporte pas, c'est effectivement difficile de penser qu'on va pouvoir faire une réforme parce que la haute hiérarchie nous le demande. Ouais, alors quand on vous lit, on ne sort pas d'un optimisme farouche, hein, puisque vous écrivez que l'horreur verticale de l'éducation nationale, de son enfermement dans une gouvernance obsolète, ne va pas tout faciliter. Je ne vais pas me faire que des copains avec ce bouquin, mais non, déjà, je vous le confirme. Il faut être très clair que la haute hiérarchie de l'éducation nationale, même pas, m'a jamais aimé, y compris quand j'étais délégué ministériel et aussi de parole que je le suis maintenant. Ouais. Bon, je l'ai vécu de l'intérieur, je suis parti parce que j'en pouvais plus, et non pas parce qu'à l'époque, Tevalo Belkacem ne supportait plus, au contraire, on s'entendait très bien. Mais cette gouvernance top-down est totalement illusoire. Et ça s'est précipité.
Ça s'est précipité pas simplement à cause des changements de ministres, tout le monde le dit parce qu'il y a aussi beaucoup de témoignages dans les enquêtes que je fais, dit qu'on en a marre, c'est la réformite, dès qu'il y a un nouveau ministre, il veut marquer son territoire et du coup, il va faire surtout s'il a dit qu'il ne le ferait pas en arrivant d'ailleurs. Voilà, exactement. Ça, c'était le cas de Blanquer qu'il avait déclaré, l'école de la confiance, je ne ferai jamais le droit. Et qui se termine par l'école de la défiance la plus totale vis-à-vis de la haute hiérarchie vue par la base. Ça, on peut dire que la coupure, il aura réussi. Mais en attendant, c'est aussi l'augmentation du nombre, les chiffres sont dans le livre, de textes de loi, de textes de loi modifiés, de circulaires. Bon, et tout ça, ça produit ce qu'on peut appeler une violence institutionnelle, hein, c'est ça. C'est-à-dire totalement. Une façon, quand on est enseignant, CPE, que sais-je, personnel, sur le terrain, au contact des enfants, on est sous le poids, dans la nasse de tout cet ensemble de prescriptions. Vous savez, c'est très simple façon de parler, mais enfin, les psychologues sociaux l'ont montré depuis longtemps. Ça s'appelle la double contrainte. C'est ça. Vous savez, soyez spontané. Là, c'est soyez autonome, avec des choses merveilleuses. Bon, celle-là, je la raconte. Je ne sais plus si je la raconte dans le livre, mais je la trouve extraordinaire. Quand j'étais délégué ministériel, et à l'époque, c'était la gauche. Donc, je ne tape pas que sur Blanquer, pour être très clair. Et il y a eu des très belles choses qui se sont faites, y compris, par exemple, sur le harcèlement à l'époque. Mais j'ai entendu, nous allons créer un comité de pilotage de l'autonomie. C'est merveilleux, j'ai trouvé ça formidable. Non, alors, si vous voulez, c'est toujours ça. C'est-à-dire que priorité sur priorité, ça fait beaucoup de non-priorité. Par exemple, si on disait, et je serais assez d'accord là-dessus, vu les sujets que j'ai aidé à porter, on dira, sans les avoir créés ni inventés, le sujet du harcèlement en milieu scolaire est suffisamment sérieux pour en faire la priorité. Admettons qu'on ait une deuxième priorité, mais pas 18. Bon. Surtout quand la matière, quand on en traite une correctement, finalement, on en traite 2 ou 3 autour de manière connexe. Oui, c'est tout à fait ça. Parce que si on traite la question du harcèlement, on traite globalement la question du climat scolaire aussi. Totalement. Et là, ça fait partie justement de ce genre de choses. Je dirais d'instrumentalisation, c'est quelquefois de la recherche. Bon, ça fait des années que je dis, pour prévenir ces phénomènes-là, c'est pas simplement de la prévention spécialisée, on va faire des grandes campagnes d'affichage. C'est pas inutile, mais c'est pas franchement ça qui change les choses. C'est beaucoup plus le vivre ensemble à l'intérieur d'un établissement scolaire en faisant équipe. Parce que il n'y a pas d'autre solution que des solutions qui soient collectives. Or, quand la gouvernance de l'éducation nationale crée en réalité la non-équipe, crée le non-collectif, parce que c'est toujours donc cette division qui se crée, je dirais, par ce mode de gouvernance, on ne peut pas faire face. Bon. Et on va faire une circulaire sur le climat scolaire. Alors, souvent, alors les petits galopins, là, votre climat scolaire, comment il est ? Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça se crée. Ça se crée d'ailleurs, ça se créerait dès la formation. Ça se créerait dès le comment. C'est pas simplement vivre ensemble. C'est comment travailler ensemble. Bon. Et comment travailler, comment faire ensemble, pas simplement comment discuter ensemble. Mais là, on en est même au niveau, c'est pour ça que là, sur le 0 pointé, je mets un point d'exclamation à la fin, sur le niveau politique actuel, on ne discute même plus ensemble, on s'engueule. Bon. Ou on ne se parle pas. Ou on ne se parle pas, c'est peut-être presque mieux quelquefois. Ouais. La haine de la hiérarchie qui s'est développée a pour corollaire une augmentation des conflits d'équipe. Et dans ce cas, comment peut-on espérer que le harcèlement, les souffrances et la sécurité des élèves et des personnels puissent être pris en compte réellement? Question que vous posez, c'est une question un petit peu rhétorique, on devine que la réponse n'est pas géniale. Et bien juste après l'anti-sèche, si vous voulez bien, on va passer justement aux effets de tout ça sur les élèves. Vous allez voir, c'est pas génial. Surtout, je vous redonne une petite citation, que les solutions les plus simplistes, les rodomontades les plus grotesques, les postures martiales tiennent bien trop lieu de pensée publique et empêche la vision de vraies stratégies de long terme. Comme ça, voilà, vous avez un petit peu, vous entendez la plume d'Éric de Barbieux qui est un tout petit peu énervé quand même dans le bouquin. On se lâche. Qui est sincère. Qui est sincère. 0 pointé, une histoire politique de la violence à l'école, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Et on retrouve Éric de Barbieux juste après l'anti-sèche. Jean-Yves Segui. Jean-Yves Segui, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-sèche, nouvelle formule en cette année 2025. On révise notre culture générale au programme cette semaine, l'histoire de l'éducation avec les arènes BD. Et cette question du jour qui est le père de l'école laïque gratuite et obligatoire. Jean-Yves, je vous rappelle que vous êtes maître, vous le savez, pardon, que vous êtes maître de conférences émérite en sciences de l'éducation à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et membre du laboratoire ECP pour éducation, culture et politique. Alors bon, on se dit Jules Ferry.
Le petit piège, c'est pas que Jules Ferry. Voilà, c'est vrai. Alors c'est Jules Ferry. C'est Jules Ferry. Les lois de 1881 sur la gratuité de l'enseignement primaire public, et puis 1882, obligation d'instruction, pas d'école, obligation d'instruction et laïcité. Mais il n'y a pas que lui. Là, je pense en fait, vous dites que cette école républicaine, elle est la fille du 19e siècle. Elle est la fille du 19e siècle. Et là, il y a plein de figures. Il faut dire qu'il y a une pluripaternité. Il y a plusieurs figures. Par exemple, Guizot. Alors Guizot, allons-y. Alors Guizot, 1833, il nous fait une petite loi, une grosse loi. On est sous la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, et dans lequel il dit, dans chaque commune, il doit y avoir une école primaire ouverte pour les garçons. Les filles, ça viendra plus tard. Et encore, ça viendra avec Jules Ferry, justement. En 1836, il y a une tentative, mais on ne rend pas les choses les écoles partout, c'est Guizot. Voilà, c'est commencé. Et puis, il organise un petit peu les choses. Il crée le manuel général de l'instruction primaire, qui est une sorte d'ancêtre du bulletin officiel. Il crée les corps d'inspection. Au passage, en 1800. D'ailleurs, vous les ratez pas, les inspecteurs, dans le bouquin. Sous la pluie. Ah, c'est rigolo, ça s'ouvre juste... Non, pas tout à fait. Bref, ils ont une tête assez patibulaire. Continuez, je vais en trouver. Sous le pinceau des Varolins. Donc, voilà, on a Guizot qui prépare un petit peu les choses. Et puis, on a d'autres figures. Par exemple, Hippolyte Carnot, sous le début de la Seconde République, qui propose un projet de gratuité et obligation, pas laïcité quand même. Mais ça va être tout de suite balayé, puisque arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte qui va devenir empereur, Second Empire, et puis sous le Second Empire, il y a Victor Duruy. Il y a Duruy, voilà. Et Victor Duruy, il tente aussi quelque chose en 1864, avec aussi l'idée d'une école gratuite, obligatoire. Mais on a une église qui est très puissante encore à ce moment-là, et il ne va pas pouvoir mettre en route son projet. Il va juste, en 1867, inciter les communes à créer des caisses des écoles pour pouvoir financer. Mais voilà, donc ça ne va pas plus loin. Et encore un père, c'est de la pluripaternité. C'est très moderne tout ça. C'est une sorte de grand pax du 19e siècle. Voilà, Jean Massé. Alors Jean Massé, c'est le fondateur de la Ligue de l'enseignement, 1866, qui va promouvoir une idée d'éducation populaire. C'est pas formulé exactement comme ça ensemble, mais d'éducation culturelle, physique, artistique, éducation des adultes. Et alors, il dit, il faut qu'on arrive à l'école obligatoire, gratuite et laïque, il le dit. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance une pétition qui, dans le cadre de ce qu'il appelle le mouvement national du sou contre l'ignorance. Et il va lancer cette pétition et il recueille 1 300 000 signatures, sans les réseaux sociaux. Oui, 1 300 000 signatures. Et ce qu'il va faire, c'est une symbolique absolument délicieuse, c'est qu'il va, avec un certain nombre de personnes, à l'Assemblée nationale, avec une charrette qui comprend, puisqu'à chaque fois qu'on signait, on donnait un sou, avec tous les sous. Et alors c'est très très mal vu, puisque le président de l'époque c'est Adolphe Thiers, et comme il y a beaucoup d'instituteurs et d'institutrices qui ont signé cette pétition, il y a eu un mouvement contre ces pauvres instituteurs et institutrices, y compris des révocations pour avoir signé cette pétition. Mais il n'empêche que les choses étaient lancées. Et peu de temps après, effectivement, Ferry arrivera. Et arrive en une minute, pour terminer, Jean-Yves, vous avez appelé d'ailleurs dans le livre, le Ferry, vous avez appelé le moment Ferry. En fait, c'est vraiment, comme il y en a dans l'histoire, des moments de convergence où les planètes s'alignent et où tout est prêt. Et là, on a ces grandes lois qui sont importantes quand même. C'est ça, tout à fait. Mais Ferry, qui va être confronté à des débats ahurissants à l'Assemblée, au Sénat et à l'Assemblée, avec des oppositions en disant que non, mais la gratuité, c'est pas possible. On va mettre à mal les caisses de l'État. Il n'empêche qu'effectivement, c'est un moment Ferry au sens où on a une convergence. On est au début de la Troisième République, enfin elle est née en 1870, mais elle prend vraiment son ampleur à partir de 1880, et c'est à ce moment-là que effectivement on a ce point de départ. Et peut-être une chose importante, c'est que l'école est gratuite pour les garçons et pour les filles. Ouais, l'école primaire. Et ça oui, parce qu'il ne s'agit quand même pas de... L'enseignement du second degré, voilà. n'en parle pas du tout. On est quand même dans une école qui reste une école de classe sociale, pour le coup. On le verra une autre fois. On va le voir une autre fois. Jean-Yves, merci beaucoup. Je vous renvoie les unes et les autres à cette incroyable histoire de l'éducation signée Jean-Yves Segui et Eva Rollin pour ce qui est du dessin. C'est aux arènes BD. Formidable bande dessinée. On apprend plein de choses. On rigole beaucoup aussi. Et ça ne gâche rien. On se retrouve demain, Jean-Yves, pour répondre à la question suivante. Quel projet de réforme, pourtant jamais appliqué, influence aujourd'hui encore les débats sur l'éducation ? Allez, vous avez jusqu'à demain pour réfléchir. Pour l'instant, Eric de Barbier au Grand Oral.
Éric de Barbieux, on a commencé, entre guillemets, un peu à l'envers, mais je pense que c'était très important de raconter ces conditions dans lesquelles on peut espérer ou pas lutter notamment contre toutes les formes de violence à l'école, c'est-à-dire les relations entre les adultes. La violence entre les élèves, finalement, vous dites, elle est relativement stable dans la durée, avec un phénomène nouveau, majeur, puissant, le harcèlement. Oui, si vous voulez, dans la durée, en fait, on mesure cette violence réellement depuis les années 90. Bon, on sait, les historiens ont beaucoup de choses à dire. J'ai écrit beaucoup là-dessus, sur les violences du passé, y compris dans les lycées, sous Ferry, c'était pas mal. Bon, mais en attendant, les enquêtes de victimation, donc auprès des élèves, plus ou moins régulières, mais qui le deviennent un peu plus. Il a fallu longtemps, je raconte d'ailleurs cette histoire dans ce livre, montre quand même une vraie stabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille s'en contenter. Bien sûr. Mais on n'est pas obligé de dire en permanence c'est plus grave, c'est plus grave, c'est plus grave. Mais il faut se rappeler, par exemple, qu'on est en gros toujours à environ 90% des élèves qui se déclarent heureux dans leur école. Bon, soit très heureux, soit plutôt heureux. Bon, c'est quand même pas mal. Bon, c'est pour ça qu'en 2011, une des enquêtes, 2010 même, que j'avais faite pour l'UNICEF à l'époque, je l'avais intitulée « À l'école des enfants heureux », enfin presque. Et ce presque est pour moi évidemment inacceptable. Bien sûr. C'est pour ça que il y a eu un moment, si vous voulez, où tout le monde était prêt peut-être, donc pour découvrir ce qui n'était pas une découverte ni quelque chose de récent, mais donc le harcèlement au milieu scolaire. Bon, on a les mêmes chiffres. Et je dirais toujours les mêmes chiffres, donc ni baisse ni hausse réellement. Avec deux choses différentes, effectivement. Une première différence, c'est l'irruption d'un outil qui n'a pas augmenté le nombre de victimes. Il n'y a pas plus de victimes parce qu'il y a cyberviolence ou cyberharcèlement. Je n'en suis pas un spécialiste. Catherine Blaya, qui est mon épouse, en est une spécialiste. Mais donc je suis un peu au courant. Je suis un peu au courant. Et effectivement, bon, elle montre très bien qu'il n'y a pas d'augmentation de la victimation, que par ailleurs, ça n'est qu'un outil de plus au service des groupes, parce que c'est des groupes harceleurs. Ça a pu aggraver certaines situations, ça parce qu'il y a un aggrave continuum. la manière. C'est un phénomène gravissime. Voilà. C'est ça augmente la manière d'être victime. En sachant que quelquefois la solution peut se trouver là. C'est plus compliqué que ça. Mais bon, ça c'est une première chose. Ensuite, par contre, les toutes dernières enquêtes, ici les enquêtes qui sont les enquêtes officielles de la direction, de l'évaluation, etc., montrent une inflexion vers une aggravation, on dira, des violences essentiellement verbales, qui sont des violences racistes, antisémites également, qui datent d'avant d'ailleurs les événements dramatiques donc en Israël et en Palestine, mais où donc l'évolution, on dira oui très clairement raciste et xénophobe de notre société a des impacts évidents dans les cours de récréation. Donc ça c'est une des raisons qui m'a fait écrire ce livre. Je dirais même une des raisons principales, c'est-à-dire que j'en ai un peu assez, comme des historiens d'ailleurs, d'entendre la vieille ancienne de l'enfant sauvage, l'ensauvagement de la jeunesse. J'en ai ras-le-bol. Les sauvagements, c'était Jean-Pierre Chevènement. C'était Jean-Pierre Chevènement, effectivement. Ouais. Bon, Ciotti aime bien aussi. Mais en attendant, non, arrêtons avec ça. Il y a de vrais problèmes qu'il ne s'agit surtout pas de nier. Il y a de vrais drames qu'il ne s'agit pas de relativiser, mais qu'il ne faut pas non plus prendre comme une longue série banale de gosses qui vont passer leur vie le couteau entre les dents. J'avais eu ça une fois, une intervention que j'avais faite à l'Académie des sciences morales et politiques, je me rappelle, par Mesmer à l'époque. Ça date, l'ancien Premier ministre. Ça date, hein. Bon. Et non, là, ce qui se passe effectivement, c'est qu'on a une société de plus en plus intolérante, où les adultes montrent de plus en plus un modèle du rejet de l'autre, où le phénomène du bouc émissaire est de plus en plus important. Et ça redescend dans les écoles. Et ça, c'est une évidence. Enfin, l'enfant apprend comment? Il apprend d'abord par imitation, il apprend d'abord par exemple, et l'exemple, il le trouve où d'abord? Chez les adultes, quels qu'ils soient. Dans les cours de récréation, oui. D'accord, les enfants entre eux, mais dans le bus, dans les repas de famille, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, bien entendu, l'Internet de la haine, c'est évident que là, les adultes, nous ne faisons pas, je dirais, notre devoir d'éducation, nous faisons le devoir inverse. Ou alors, quand on veut le faire, on a de plus en plus, l'école a de plus en plus tendance à externaliser le problème. Un des réflexes les plus courants, écrivez-vous, quand on parle de délinquance juvénile ou de violence au milieu scolaire, c'est d'éloigner le problème en éloignant les fauteurs de troubles. Le problème, c'est l'enfant. C'est vrai.
vrai ce que vous dites, et c'est d'autant plus J'espère vrai bien, c'est vous qui l'écrivez. qu'on en est sur, comment dirais-je, toujours les mêmes caricatures. Ouais. Bon, les camps militaires, les internats spécialisés. Je m'amuse, parce que c'est amusant. Hein. C'est tragique, mais c'est amusant dans ce livre, à faire l'histoire de ces genres de choses. Qui se rappelle que ça a existé? Ça a existé pendant plus de 20 ans, hein, où un brave militaire gaulliste social avait tenté la chose. Et je le dis, c'est dommage que ça n'ait pas marché. Et puis c'était sincère, et puis c'était beau comme expérience. Sauf que ceux qui ont supprimé ça, c'était le gouvernement, je crois que c'était Raffarin à l'époque. Enfin, c'était un gouvernement de droite. Et l'armée elle-même dit, mais nous, on ne sait pas faire, c'est pas notre job. Oui, et les dernières tentatives qui ont été les établissements de réinsertion scolaire, enfin bon... Les caméras qui ont filmé l'internat magique qui allait tout régler à Nice, où il y avait donc, en l'occurrence, Attal qui était... Bon, on montrait à quel point c'était grotesque. Bon, c'est d'ailleurs évidemment quelque chose qui n'existera plus. Mais on en est toujours sur l'effet d'annonce. Ouais. Ou alors sur des choses moins, comment dirais-je, apparemment mieux pensées, le programme. Le programme magique qui va tout régler. On va faire des cours d'empathie. Typiquement, le programme phare en matière de harcèlement, dont vous dites qu'il n'est pas idiot. Le problème, c'est que c'est une question de mise en place sur le terrain. Et là, et on va boucler la boucle, et ce sera ma dernière question. Si sur le terrain, on n'a pas des équipes, puisqu'il faut faire du cousu humain, capables de s'entendre, de travailler ensemble, bah, finalement, le programme peut être super. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le problème de phare, c'est qu'ils ont promu un programme clé en main qui prétend résoudre 80% des problèmes, ça n'est pas vrai. Vous dites qu'il est loin d'être nul, mais il est limité. Toutes les méta-analyses, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sérieux, hein, il se base quand même sur l'analyse de 20 000 évaluations, il ne faut pas l'oublier sur le plan international, montre que c'est au mieux, pour les programmes les mieux, qui ne sont pas d'ailleurs ceux-là, hein, c'est au mieux 17% en moins. C'est bien. Ça peut être un élément dans la trousse à outils, mais en attendant. Mais ça n'est pas toute la trousse à outils. Ça n'est pas vrai. Mais ça permettait aussi de, comment dirais-je, d'effacer ce qui s'était fait avant. Dernier point, un problème essentiel, dites-vous, et que bien trop souvent, l'idée que pour éliminer la violence, il faut la confier à des personnels ou des structures dédiées. Ça revient à la confier à des personnels précaires, ce qui évidemment ne règle rien dans la durée. Malheureusement, j'ai croisé tellement de personnels précaires, juste le petit exemple que je cite, hein, les fameux emplois jeunes sous Allègre. C'était quand même plus de 12 000 mômes qui se sont mobilisés, qui ont cru, qui ont fait du boulot du jour au lendemain. Luc Ferrier, alternance, dehors, sans un merci. Au moment où ça commençait à peu près à marcher. Où il y avait des effets. Avec, dans mon souvenir, un rôle quand même ambigu des syndicats qui, au moment où ça se crée, disent que ça va être l'horreur et qui, au moment où ça se supprime, dit aussi ça va être l'horreur. Bon, ça, c'est un autre problème intéressant. Un autre débat. Zéro pointé, point d'interrogation, une histoire politique de la violence à l'école. Le livre est extrêmement riche. J'ai essayé de balayer un certain nombre de sujets pour vous donner une idée de cette richesse avec Éric de Barbieux. Mais évidemment, il faut mieux lire le bouquin, comme ça vous aurez tout. Éric, vous restez avec nous si vous voulez bien. Désolé, j'ai un autre entretien après. Ah bon, d'accord. Mais là, parce qu'on a conseil de famille sur les jeux vidéo. Bon. On va voir. Candy Sanzel, en tout cas. Candy Sanzel, bonjour. Bonjour. On a rendez-vous, comme chaque semaine, avec vous pour un conseil de famille. Vous nous avez expliqué dans une chronique toute récente, la semaine dernière, que les jeux vidéo bien utilisés sont une source d'apprentissage, de détente, de socialisation. Mais comme pour tout, l'excès est un ennemi. Le rôle des parents est donc d'aider les ados à naviguer dans cet univers numérique sans perdre de vue le monde réel. Sujet du jour. Comment faire ? Comment faire ? Votre ado ne parle plus que par onomatopée, GG, PNJ, noob. Ça vous dit quelque chose ? Chaque phrase ressemble à un message codé, puis vous essayez de vous y mettre pour comprendre, mais autant reconnaître que vous ressemblez de plus en plus à votre grand-oncle qui vous saoulait ado avec son « Alors, ça boum ? Tu sors faire la nouba ce soir ?» Bref, vous l'avez compris, vous êtes gênant. Comme dirait... Vous êtes vieux. C'est celle que je chante assez souvent. Alors, respirez un bon coup et rappelez-vous, chaque génération a eu ses lubies. Emmanuel, vous aviez peut-être, je sais pas, un poster de Johnny ou des Beatles dans votre chambre ? Ouais, non, moi c'était plutôt PSG et Kim Wilde, mais ok. Ok, bon écoutez, aujourd'hui, il préfère incarner des héros virtuels. Chacun son délire, finalement. Okay. La clé pour une bonne utilisation des jeux vidéo, c'est l'équilibre et non la confrontation. Donc, soyez compréhensifs, patients et prêts à explorer des solutions ensemble. Donc, votre ado ne cherche pas à se couper du monde, il veut juste, finalement, s'y évader un moment, et parfois un très long moment. Trop long moment. Trop long aussi. Bon, mais on ne dit pas non tout de suite, quoi. Alors non, surtout, on va lui proposer, même avant de dire non, une petite partie de Mario Kart ou de Street Fighter, histoire de montrer quand même qui c'est le boss à la maison. Ah. Non mais... Ben voilà. Voilà, c'est bon.
Et puis, si un jeu le passionne, on va essayer de créer un moment de complicité en jouant avec lui, enfin bon, s'il nous y autorise évidemment, et on va essayer de comprendre pourquoi il aime autant les jeux vidéo. Est-ce pour le défi, l'aventure, les amis qu'il retrouve en ligne? On va vraiment montrer un intérêt pour sa passion et ça va lui prouver qu'on ne le juge pas et qu'on est là pour l'accompagner. Alors, petite astuce, on va ouvrir la discussion avec des questions ouvertes, c'est-à-dire où on ne va pas pouvoir dire oui ou non. C'est sûr que si on dit à un ado t'aimes bien le jeu? Oui. Fin de la discussion. Donc on va plutôt lui dire tu joues à quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu préfères dans ce jeu? En quoi ça consiste, etc. Exactement, qui va l'amener à discuter. Et quand on fixe des limites, on essaye de faire en sorte qu'elles soient réalistes. Évidemment, c'est important d'établir des limites effectivement réalistes, claires, raisonnables et adaptées à la situation. Par exemple, jouer 1 heure par jour après les devoirs permet à votre ado de se détendre tout en respectant ses autres priorités. Donc de toute façon, on le sait, les interdictions radicales, elles ne fonctionnent jamais. Donc faites-lui comprendre qu'il est maître de son temps, parlez-lui avec des priorités, donc devoirs, sortie, sommeil. Sommeil toujours très important, évidemment. On ne le dira jamais assez. Et si son comportement à ce moment-là devient problématique, on va lui demander de se responsabiliser plutôt que de tout lui interdire. Vous avez une astuce aussi, je crois. Oui, proposer une semaine test pour les enfants qui sont raisonnables. Donc, par exemple, on peut lui dire gère ton temps comme tu veux cette semaine, mais montre-moi que tu peux assurer pour tes devoirs et tes activités. Et puis, évidemment, en amont, on vérifie, quoi. Ok, mais j'allais dire, s'ils sont raisonnables, c'est quand même moins compliqué. Qu'est-ce qu'on fait sinon on leur parle des impacts que ça peut avoir sur la santé, les risques des excès? Il faut quand même communiquer là-dessus. Oui, mais sans dramatiser. C'est-à-dire qu'on va discuter des risques qui sont liés à une pratique excessive, isolement social, mauvaise note, troubles du sommeil, évidemment. C'est pas évident toujours de se rendre compte tout seul pour un ado, finalement, des effets que peut avoir une exposition prolongée sur son cerveau. Alors, on va lui expliquer en fait calmement pourquoi il est important de limiter le temps de jeu. Donc déjà, la lumière bleue, elle fatigue tes yeux et elle perturbe ton sommeil. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu joues avant de dormir. Ensuite, si tu joues tard, ça va nuire à ta concentration le lendemain matin et ça va te conduire du coup à être beaucoup plus fatigué et du coup tu auras des mauvais résultats scolaires. On le sermonne un peu. Alors, on va éviter de le sermonner, on va plutôt lui proposer des solutions. Comme par exemple, lui envoyer fréquemment des articles et des témoignages qui informent des risques. On va lui offrir par exemple une paire de lunettes anti-lumière bleue. Bon, c'est pas forcément hyper saillant au teint, mais ça permet quand même d'éviter d'être confronté à la lumière bleue trop longtemps. Et puis même, on va pouvoir installer ça sur son smartphone. Il y a cette option. On va aussi lui apprendre une règle très importante, c'est la règle du 20-22. 20 quoi? Alors, c'est 20 minutes, après 20 minutes de temps d'écran, votre ado, même nous, on doit regarder loin pendant 20 secondes et sortir 2 heures par jour à la lumière du jour. C'est très important. Non, je rigole. Non, mais c'est vraiment important pour les yeux. Pour le coup. Bon, et quand on sort, ça permet aussi de proposer des alternatives aux jeux vidéo. Exactement, surtout s'il adore l'univers des jeux vidéo, on va pouvoir l'orienter vers des activités connexes pour apprendre par exemple, je sais pas, à coder, à créer ses propres jeux, dessiner des personnages ou même un univers. Et on peut se renseigner évidemment sur les métiers du gaming, il y en a quand même pas mal, et les salons étudiants et festivals qui sont à sa disposition. Là, évidemment, on parle d'une situation où votre ado n'est pas addict. Il n'est pas encore dans l'addiction. On n'en parlerait pas des addicts? On en reparlera la prochaine fois et on verra comment on fait pour en sortir. Mais il est bien fait ce conseil de famille. Les addictions la semaine prochaine? Exactement. Super. Candice, merci beaucoup. Avec plaisir. Jean-Yves, merci beaucoup. Merci. Demain, pour continuer notre jeu de culture générale autour de l'incroyable histoire de l'éducation qui est sorti aux arènes BD. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Koller à la préparation de cette émission qui sont en régie avec aujourd'hui au son Saïd Mamou et Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.